Chers étudiants, bonjour. Je suis votre professeur Vraoui Bouchra. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour une autre séance du cours de marketing approfondi présentée sur la plateforme Moodle de notre université Mohamed Ier Oujda, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. On va commencer cette séance par un rappel des notions qu'on a vues durant la session dernière. On a parlé des notions se rapportant à la matière de marketing, ce que vous avez vu en semestre précédent, notamment les différentes stratégies reliées à la matière, donc marketing stratégique et celui opérationnel. On a commencé le premier point se reliant au marketing approfondi, qui est le marketing multicanal, parmi lequel on a bien compris qu'est-ce que le merchandising, qui est l'activité de vendre des marchandises ou d'essayer de les vendre par la publicité ou par la présentation. Donc on a dit aussi que le merchandising est une partie importante du marketing. Donc les deux éléments se complètent notamment pour destiner à la vente aux clients. Donc on avait commencé par une introduction au merchandising à travers sa définition, son évolution et aussi les intérêts qu'il représente et les différents types de merchandising. Donc on a expliqué les avantages que représente le merchandising, que ce soit pour le producteur, le consommateur ou le distributeur. Les types de merchandising à travers, on a vu trois types qui sont le merchandising d'organisation, le merchandising de gestion et aussi le merchandising de séduction. On a donné aussi quelques exemples. C'est ce qu'on va voir durant cette séance. Donc, on va retrouver les différents types de merchandising dans les différents points qu'on va analyser aujourd'hui. Donc, pour la gestion d'un point de vente, on utilise par exemple le merchandising de gestion. Pour les techniques du merchandising, on va retrouver le merchandising d'organisation et celui de séduction. Donc, on va se rapporter. Donc, on va essayer à chaque fois qu'on les détecte, on va les distinguer. Comme ça, vous allez comprendre les types de merchandising qui sont alloués à chacune des sections. Donc, on va continuer pour la notion du merchandising. On va expliquer aujourd'hui, on va commencer par la gestion d'un point de vente qui principalement va être analysé à travers l'implantation du point de vente, comment on peut implanter un point de vente, et aussi la stratégie de la point de vente, qui sont, on va voir que ce sont les 5 B, les 5 bons ou bien les 5 R. On va les détailler plus loin. Donc, on débute la gestion d'un point de vente par l'implantation. Où est-ce qu'on va s'implanter? Donc, le choix. Donc, c'est important de choisir ou d'étudier notre marché. Donc, on commence déjà par le choix du local. Où est-ce qu'il est situé? Donc, les biens distribués, la situation géographique, etc. Il est important aussi d'étudier la concurrence, de voir un chiffre d'affaires estimé pour estimer le nôtre aussi dans le futur. La situation géographique des concurrents, etc. Donc, est-ce qu'ils sont proches de nous? Ils sont plus loin? Ça va nous permettre aussi de faire d'autres études par la suite. On va voir aussi une étude sur la clientèle, l'âge, le nombre de personnes par foyer, la catégorie socio-professionnelle, le pouvoir d'achat, les besoins et habitudes d'achat. Donc, on va étudier la clientèle dans le secteur où on va s'implanter. Tout ça, ça fait partie de l'étude de la zone de chalandise, qu'on peut appeler aussi le géomarketing. Donc, ce qui regroupe des actions de marketing utilisant des données cartographiques, démographiques, socio-comportementales et sociodémographiques. Donc, parmi celles qu'on vient de citer. Il permet aussi de réaliser des études d'implantation, déterminer les potentiels commerciaux et orienter le choix du merchandising. Donc, le choix d'un emplacement, ou en anglais c'est store location, se fait à travers la localisation du point de vente, c'est-à-dire l'étude de la zone de chalandise. C'est un exemple d'une courbe isochrone qu'on appelle d'une zone de chalandise. Cette courbe nous permet de calculer la distance de notre point de vente et de la clientèle cible. Et aussi de déterminer les minutes que la clientèle a pour arriver à notre point de vente.
et ainsi de déterminer si c'est une zone primaire, secondaire ou tertiaire. Donc, dans la courbe à gauche que vous voyez, donc dans la zone 1, donc 75 à 100% des habitants seront des clients. Dans la zone 2, c'est 50 à 75% seront des clients. Dans la zone 3, c'est 30 à 50% seront des clients. Et dans la zone 4, moins de 40% seront des clients. Donc, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des barèmes ou c'est des pourcentages qu'on pourrait avoir à travers des calculs donc, qui se font pour faire notre étude sur la zone de chalandise. Donc, en général, c'est un exemple plus concret d'une zone de chalandise ou d'une zone géographique, donc environnant le point de vente. Cette zone, elle a une influence sur nos ventes, bien sûr. Donc, il nous permet de savoir d'où vient la majorité de la clientèle. Donc là, vous voyez ici que ça a été calculé par rapport à la zone nord, la zone est, la zone ouest, la zone sud. Donc, ça nous permet de cibler la clientèle dans la ligne bleue, bon, entrant dans la ligne bleue pour ainsi de suite, pour essayer de ramener de la clientèle à notre point de vente et de vendre le produit ou service voulu. Donc, lors d'une implantation ou avant de s'implanter dans une région, il est important de comprendre qu'est-ce que l'urbanisme commercial. Donc, l'urbanisme commercial, c'est la science de l'aménagement commercial des villes qui vise à répartir au mieux les équipements commerciaux. Donc, la création de grandes surfaces, de zones et centres commerciaux et de zones piétons relevant de l'urbanisme commercial. Donc, ça fait partie d'un plan commercial, d'un plan urbain commercial d'une ville. Donc, parmi les grandes et moyennes surfaces, on relève notamment 3 formats de magasins suivants. Donc, c'est très important de connaître aussi, qui sont les plus répandus. Donc, on a l'hypermarché, les grandes surfaces qui sont de 2500 m² et plus. Le supermarché moyenne surface qui est entre 400 et 2500 m². La supérette ou la boutique petite surface entre 0 et 400 m². Donc, c'est des zones allouées à des surfaces de commerce. Donc, c'est ce qu'on peut dire que c'est de l'urbanisme commercial. Donc, en parallèle avec notre étude de zone de chalandise ou d'implantation d'un point de vente ou la gestion d'un point de vente, donc s'ajoute une stratégie qui doit être allouée afin d'avoir un merchandising réussi. Donc, elle est dictée par Kepner à travers les 5 bons ou les 5 R. En anglais, c'est right et en français, c'est des bons. Donc, c'est la définition la plus connue et la plus souvent citée tant par les enseignants que par les professionnels. Donc, c'est ces 5 actions qui conditionnent l'efficacité du merchandising et partant, soi-disant, partant d'avoir un bon produit jusqu'à avoir un bon prix, un bon produit, une bonne place, un bon moment, avec une bonne quantité et à bon prix. Donc, certains professionnels ajoutent aussi un 6e bon qui est une bonne information. Donc, il ne s'agit donc pas de choisir une bonne marchandise en valeur absolue, mais la marchandise qui convient au client, donc qui répond à ses besoins dans le cas particulier d'un point de vente donné. De même, la bonne place n'existe pas en valeur absolue, elle varie suivant les produits. Donc, par exemple, articles d'impulsion, chewing-gum à la caisse, les eaux minérales en fond de magasin. C'est la même chose pour le bon moment, la bonne quantité et le bon prix. Donc, un bon prix il est nécessaire avec une bonne disponibilité. Donc, ça se rapproche aussi au bon endroit, au bon moment, avec la bonne ambiance, en bonne qualité, avec la bonne présentation. Donc, en parallèle avec notre étude de marché ou notre étude d'implantation ou de zone de chalandise, donc, il est important de faire un choix du produit à distribuer. Donc, par produit, on désigne aussi les services. Et ce choix, il se fait à travers plusieurs critères. Donc, et aussi, on peut choisir notre produit et on le classe parmi les produits qu'on va citer à travers la classification des produits.
Donc, elle se fait selon la durée de vie, que ce soit des produits durables ou non durables. Pour les produits durables, on peut donner comme exemple les électroménagers, les voitures, etc. Donc, pour les produits non durables, il y a les produits alimentaires, une coupe de cheveux, les services bancaires, etc. Pour la classification qui se fait selon les habitudes d'achat, donc ce sont soit des biens banals ou des biens anormaux. Pour ce qui est des biens banals, ils correspondent aux achats courants et donc répétitifs. Donc, on a l'exemple des produits alimentaires tels que les fromages, les yaourts, etc. Donc, on les achète presque tous les jours. Pour ce qui est des biens anormaux, qui correspondent à des achats irréguliers, donc on achète une fois par ces produits, donc comme les meubles, les voitures, les télévisions, etc. Donc une large gamme de produits. Selon la classification qui se fait selon les utilisateurs, que ce soit les produits destinés au public, c'est-à-dire les particuliers, ou les professionnels, c'est-à-dire les entreprises. Donc pour, soi-disant, ce sont peut-être des matières premières qui vont permettre la fabrication d'autres produits ou autres, tels que la farine qui est destinée aux boulangers, etc. Il existe aussi une autre classification des produits, donc parmi lesquels il y a les produits leaders, les produits d'appel, les produits régulateurs, les produits contributeurs, les produits locomotives, etc. Donc on va développer dans le prochain slide. Donc il existe une classification selon le type de produit. Il y a certains produits qui ont vocation d'attirer le consommateur ou de permettre le positionnement de la gamme. Donc tels que les produits d'appel ou les produits d'attraction, qui sont généralement des produits premier prix, qui ont pour but d'attirer le consommateur sur le lieu de vente. Et ils peuvent être destinés à faire vendre directement et indirectement les produits leaders. Il y a les produits de prestige et ils ont pour rôle de valoriser la gamme en lui donnant une image de haute qualité. Donc, ils permettent également de valoriser l'image et la marque de l'entreprise. Donc, ces produits répondent à des préoccupations commerciales, ne sont pas nécessairement rentables. Il y a les produits dits tactiques qui ont pour principal rôle est d'occuper le terrain et de gêner la concurrence. Il y a les produits leaders et produits d'avenir. Pour les produits leaders, ils sont au centre de la gamme, assurent la plus grande part du chiffre d'affaires de l'entreprise et sont donc les plus lucratifs. Donc les bénéfices dégagés par ces produits peuvent être investis sur des produits peu rentables mais susceptibles de devenir, tels que les produits d'avenir. Pour les produits d'avenir, ils sont ceux qui sont appelés à remplacer les produits leaders ou ceux qui sont conçus pour faire la transition entre deux produits leaders. Pour les produits contributeurs, ils portent l'image de la marque et dégagent de fortes marges. Pour les produits régulateurs, ils sont créés pour des raisons financières. Ils sont destinés à absorber les frais fixes et amortir les variations du chiffre d'affaires. Ils doivent compenser les fluctuations des ventes des produits leaders, tels que les produits saisonniers. Donc on crée des produits régulateurs pour absorber les frais fixes de la saisonnalité. On passe maintenant à étudier un peu les techniques du merchandising, telles que l'aménagement de la surface de vente et l'implantation des produits dans les rayons. C'est ce qu'on appelle l'assortiment et gestion du linéaire qu'on va développer par la suite. Donc l'aménagement d'une surface de vente ou l'aménagement d'un point de vente répond à certaines règles précises de merchandising pour interagir avec le shopper et l'inciter à acheter. Cette approche est fortement liée au marketing puisqu'elle cherche à optimiser la présentation des produits en les valorisant avec pour but d'attirer le client. Donc on peut donner juste quelques exemples ou quelques moyens d'aménagement de points de vente. Donc pour certains magasins, on trouve la vitrine qui doit donner envie d'entrer. On est juste de passage dès qu'on on observe une vitrine qui est assez intéressante, avec des produits bien présentés. Donc on est attiré à rentrer dans le magasin. L'intérieur qui doit proposer une ambiance à votre image.
Donc par la suite, quand on rentre, donc on a une bonne ambiance qui nous donne envie de poursuivre la balade ou l'achat. Le parcours client qui doit être pensé. Donc on va voir par la suite quelques exemples concrets des parcours qui sont choisis pour le client pour l'inciter à acheter. Le mobilier d'agencement, de préférence sur mesure, qui doit participer à la stratégie d'ensemble, tels que les meubles, qui sont faits sur mesure selon le choix et selon le choix du client. On va voir ici le cas de Marjane, un exemple type d'aménagement d'un point de vente. Donc on voit ici l'entrée du magasin avec l'accueil, les saisonniers. Donc il y a plusieurs rayons. Jouets, jardinage, accessoires, droguerie, etc. Et de l'autre côté, on voit les légumes, les fruits et légumes. Et aussi, il y a les charcuteries, les fromages, les conserves. Ça, c'est plusieurs rayons. Et il y a aussi des rayons textiles et des cabines d'essayage. Là, vous voyez un peu, ça donne une bonne image sur un plan éloigné des rayons, des différents rayons ou d'un type d'aménagement d'un point de vente. Donc on peut diviser un type d'aménagement de point de vente selon différents départements, parmi lesquels il y a les départements food, les départements non food. Donc pour les départements food, il y a les rayons fruits et légumes, épices et olives, les rayons beurre, œufs et fromage, rayon boucherie, viande et poulet, rayon marée, les poissons frais et congelés, rayon liquide, il y a les sodas, jus, eau, les rayons frais, produits laitiers, charcuterie, les rayons confiserie, on a les biscuits, céréales, bonbons, café, thé, chocolat. Les conserves, on a les pâtes, farine, les huiles, sucre, etc. Pour les départements non-food, on a les textiles, vêtements prêts à porter, serviettes et matelas. Pour les bricolages, on a la peinture, pièces de voiture, articles de sport. Pour l'électroménager, on a les grandes machines les petits électroniques. Les articles de ménage et cuisine. Il y a la papeterie pour ce qui est des papiers, livres et fournitures de bureau. Les soins et beauté, on a les shampoings, les rasoirs, les parfums, l'hygiène, etc. en général. Pour les bureautiques et matériel informatique, il y a les ordinateurs et autres. Donc on passe à la gestion des linéaires. Donc, la gestion de l'aménagement ou d'un aménagement d'un point de vente. Pourquoi on a recours à la gestion d'un linéaire puisqu'elle représente un intérêt que ce soit pour le consommateur, pour le producteur ou pour le distributeur. Donc, pour le consommateur, elle tend à rendre l'acte d'achat agréable, donc disposer d'un large choix de produits, faciliter l'information et la compréhension de l'offre. Donc c'est bien dicté dans chaque linéaire, on a les explications qu'il faut pour que le client puisse acheter son produit sans l'aide de vendeurs. Donc pour le producteur, il y a un intérêt de développer les ventes et la rentabilité, bénéficier d'un emplacement attractif qui attire les clients. Et pour le distributeur, il sert à optimiser la productivité des magasins. Donc on a les produits rentables et les produits surtout à forte rotation. Donc ils ont tendance à fabriquer une grande masse de produits destinés à la vente et aussi un intérêt à développer la fidélité de la clientèle. Donc on a ici une figure qui présente qui montre la présentation verticale et horizontale des produits dans les linéaires. Donc ça fait partie de sa gestion. Il y a des schémas d'implantation horizontale, donc on a le produit A, produit B, produit C, produit D. Donc on a un niveau pour chaque produit, de niveau 1 jusqu'à niveau 4. Pour ce qui est des schémas d'implantation verticale, donc on a le niveau 1 jusqu'au niveau 4, mais on a des produits qui sont présentés verticalement. On les voit souvent, ce modèle ou ce mode d'implantation verticale, on le voit dans les présentations des frigos, des frigidaires, des produits destinés surtout des boissons.
Donc on les voit souvent, les boissons qui sont présentées verticalement et non pas horizontalement. Alors que pour ce qui est des produits qui sont présentés horizontalement, on voit souvent les conserves, les pâtes, etc. Donc chaque niveau, il est destiné à un type de produit. Donc on remarque dans cette figure qu'il y a des différents niveaux de présentation des produits dans les rayons ou dans les linéaires. C'est une façon de gestion de ces linéaires. Donc il y a le niveau des pieds, niveau des mains, niveau des yeux et niveau du chapeau. Normalement, ces valeurs, les valeurs qui sont données, ils sont en moyenne calculées selon la clientèle cible. Donc si on cible les femmes, donc on doit à peu près avoir une valeur moyenne selon les femmes ou selon la hauteur des femmes. Si on cible les enfants, c'est aussi donc on cible une clientèle d'enfants. Donc si on cible aussi les hommes ou les vieux, donc ça dépend. Donc on doit calculer selon des valeurs moyennes. La valeur variable, donc pour le niveau des pieds, c'est une valeur faible. Le niveau des pieds et entre le niveau des pieds ou les niveaux des yeux et les niveaux des mains, c'est une valeur bonne, c'est de 1,10 m. Et entre le niveau des yeux et le niveau du chapeau, c'est une valeur variable qui est maximum de 1,70 m. Donc, pour ce qui est du niveau des pieds, c'est les produits premiers à faible marge, les produits volumineux pour des raisons de sécurité, donc pour que ça ne tombe pas sur quelqu'un quand il va les chercher. Pour le niveau des mains, donc les marques distributeurs, les nouveautés et les promotions sont au niveau des mains. Ils dégagent une marge importante, donc pour avoir accès à ces produits le maximum possible, le plus simple possible. Pour ce qui est des produits présentés au niveau des yeux, c'est des produits haut de gamme à prix à marge élevée. Ils sont implantés au niveau des yeux et favorisent l'achat d'impulsion. Donc, c'est une technique de vente de ces produits. Au niveau du chapeau, cet espace est souvent utilisé pour créer un petit stock. Donc, c'est juste au cas où il n'en reste pas des produits dans les différents niveaux. Donc, on va les chercher au niveau plus haut qui est du chapeau. Donc, une autre étape de la gestion du linéaire est la constitution de l'assortiment ou bien le retailing mix. Donc, c'est l'implantation des produits dans les rayons en général. Donc, l'assortiment est l'ensemble des articles proposés par un point de vente. Il consiste à regrouper un ensemble de produits d'origines diverses et à les proposer à la vente sur un même lieu de vente. Donc, l'assortiment, donc si on veut donner des exemples, c'est l'esthétique, l'ordre du rangement harmonieux des marchandises. Donc, c'est de gérer le linéaire en général, c'est de voir si on a un excédent, une rupture de stock, par exemple. Il y a aussi le travail du personnel, la rentabilité, de calculer la rentabilité de chaque mètre, qui représente en elle-même un investissement pour le magasin ou pour le centre. Donc l'assortiment, tout comme la gamme, il a 3 dimensions auxquelles on peut ajouter aussi une quatrième. Donc il y a l'ampleur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Donc l'ampleur, il mesure dans le cas d'un point de vente le nombre de groupes de produits présents dans le point de vente. Donc l'assortiment ample ou restreint. Il y a aussi la largeur, l'assortiment par largeur. Il mesure dans le cas d'un point de vente le nombre de familles, le nombre de rayons proposés pour chaque groupe de produits. On a un assortiment ici large ou étroit. Dans le cas d'une marque, le nombre de lignes de produits, en général. Il y a aussi la profondeur de l'assortiment qui mesure dans le cas d'un point de vente le nombre de références par famille de produits ou par sous-famille. C'est ce qu'on appelle l'assortiment profond ou superficiel. Dans le cas d'une marque, le nombre de références par ligne de produit. On est un exemple. Il y a aussi la hauteur de l'assortiment qui représente ou qui caractérise le niveau de prix offert. Donc la constitution d'un assortiment, elle se fait de plusieurs manières. Donc là, la figure suivante, elle nous présente le courant de circulation dans un magasin.
Donc sur une surface de vente donnée, on peut observer deux territoires, une zone chaude de circulation spontanée et une zone froide où l'on s'aventure avec réticence. Donc on a tendance à ne pas y aller dans cette zone. Il s'agit d'inciter les clients à parcourir aussi bien la zone froide que la zone chaude. Donc l'objectif consiste ici à trouver la disposition qui produira les plus fortes ventes et ou les plus gros bénéfices. Il s'agit donc de faire circuler les consommateurs dans le plus grand nombre de rayons possible. Donc bien sûr tout en simplifiant le processus d'achat du client et en réduisant les manutentions des employés. Donc ceci permettra d'attirer le client dans les zones froides à partir de la zone chaude, mais ça permet aussi de voir des zones qui sont inaccessibles pour le client. Donc ceci se fait en grande partie par des flèches ou des pancartes qui incitent le client à aller voir dans cette zone, puisque par exemple s'il y a des promotions ou etc. Bon, ou autre chose. On va passer à expliquer le merchandising sensoriel, qui est un type assez indépendant des types de merchandising, mais qu'à l'intérieur, on va retrouver les types de merchandising qu'on a déjà vus à la séance précédente, qui sont les merchandising de séduction, de gestion et d'organisation. Mais c'est ce type de merchandising sensoriel, il désigne la dimension du merchandising qui capitalise sur la mobilisation des sens des consommateurs pour augmenter les ventes et optimiser l'expérience d'achat. Donc on va utiliser l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. des clients afin de les attirer à acheter le produit. Donc le merchandising sensoriel, il comprend entre autres le visuel merchandising, le merchandising olfactif, le merchandising tactile, le merchandising sonore et le merchandising gustatif. Donc pour ce qui est du merchandising visuel, c'est la mise en scène des produits en vitrine et en rayon. C'est tout ce qui est hanging product grouping, color blocking, c'est les produits suspendus et les groupements de rangement des vêtements. Les blocs de couleurs. Donc on voit souvent que par exemple dans des magasins qui vendent les produits ou qui vendent les vêtements, on voit qu'ils regroupent les vêtements par blocs de couleurs ou par les rangements, donc les pantalons, les chaussures, donc tout ce qui est donc par groupement de produits. Donc ça attire le client à aller prendre ou à avoir une large gamme de produits à travers laquelle il va être attractif à acheter le produit. Pour ce qui est du merchandising olfactif, c'est tout ce qui est diffuseur d'arômes naturels ou artificiels. Donc on parle de l'odorat ici. Ça nous incite aussi à acheter parce qu'on est attiré par l'odeur sur les rayons ou sur les produits cibles. Pour ce qui est du merchandising tactile, il y a ici le principe du libre toucher. On le voit souvent dans le domaine de l'habillement et de l'accessoire de mode, l'ameublement aussi. Donc le client il touche la matière pour qu'il soit incité à acheter. Pour ce qui est du merchandising sonore, on fait appel à la musique d'ambiance pour favoriser les achats. Donc si on rentre dans un magasin et il y a la bonne musique qui est à notre goût, donc on est attiré à rester et à continuer nos achats. Dans le cas contraire, donc on est incité à sortir. Donc on n'est pas vraiment motivé à rester pour acheter le produit. Pour le merchandising gustatif, ce terme n'est pas utilisé dans le domaine du marketing. On peut cependant éventuellement le considérer que faire goûter un produit dans le point de vente est une forme de merchandising gustatif. Et ça permet aussi d'augmenter les ventes ou d'attirer les clients qui n'avaient pas envie d'acheter, mais quand ils goûtent, ils sont attirés à acheter ce produit. Donc on passe au dernier élément qu'on va voir concernant le merchandising, qui est la mesure d'efficacité du merchandising ou du point de vente, qui va concerner des indicateurs, qui va être sous forme d'indicateurs de performance du merchandising, qui est utilisé lors de l'implantation ou avant même de s'implanter ou bien sûr carrément pour des magasins qui existent.
Parmi les indicateurs de performance, il y a les indicateurs financiers, qui vont nous permettre de calculer la rentabilité du linéaire ou du rayon. Donc cet outil de calcul des performances est une méthode de comptabilité analytique qui vise à mieux connaître les coûts directs de distribution d'un produit, coûts de stockage, de manutention, etc. Donc vous avez déjà entendu ou vous avez déjà calculé plusieurs de ces mots ou de ces prix durant le cours de comptabilité analytique, notamment le prix de vente, le prix d'achat, les coûts aussi, le calcul des coûts. Donc ces coûts directs sont ensuite retranchés de la marge brute, ce qui permet de calculer une marge semi-nette. C'est ce qu'on appelle le profit direct par produit, le PDP, donc pour chaque référence de produit. Il se calcule d'une façon, je dirais, très simple. Donc on prend d'abord la marge brute qu'on va calculer par le prix de vente moins le prix d'achat. Donc on va avoir la marge brute. Qu'on va ajouter des remises accordées pour avoir une marge brute rectifiée. Et par la suite, on va diminuer ou on va enlever les coûts directs de distribution et qui vont nous permettre d'avoir le profit direct par produit. Donc, dans la figure suivante, on va voir les stratégies adoptées quand on aura des résultats du PDP ou à quoi serviront ces résultats. Donc, dans le cas où on a un profit direct par produit fort, avec un chiffre d'affaires faible, pour le produit, c'est un produit contributeur, donc on doit augmenter l'espace accordé, faire une politique de promotion. Si c'est un fort PDP avec un chiffre d'affaires fort, donc c'est un produit gagnant, donc on doit augmenter l'espace accordé. Donc si c'est un faible PDP avec un chiffre d'affaires faible, c'est un produit à problème, donc on doit réduire l'espace accordé. C'est plus un produit à profit, donc on doit tenter d'augmenter le prix de vente. Et si c'est un faible PDP avec un chiffre d'affaires fort, c'est un produit d'appel. On doit réduire l'espace accordé et réduire les coûts d'achat et de gestion. Il existe d'autres indicateurs de performance du merchandising, parmi lesquels il y a les indicateurs d'intérêt de la clientèle ou des consommateurs. Donc on peut calculer l'indice de passage, qui est égal au nombre de passages devant le rayon sur le nombre de clients entrant dans le magasin, fois 100. Donc ça nous permet un peu de savoir il y a combien de personnes ou le nombre de personnes qui passent sur un rayon spécifique ou un linéaire spécifique. Il y a l'indice d'achat d'un rayon qui est égal au nombre de clients achetant dans le rayon sur le nombre de clients entrant dans le magasin. Donc on aura un indice qui va être représentatif par rayon. L'indice d'attractivité, c'est l'indice d'achat sur l'indice de passage. Donc ici, c'est avoir une idée sur les produits qui sont attractifs pour le client ou non. On passe aux derniers indicateurs qu'on va voir, c'est des indicateurs de performance du merchandising qui sont la rotation du stock. Donc pour calculer la durée de rotation de stock, il faut passer par des calculs taux de rotation. Donc on commence déjà par le coût d'achat des marchandises vendues. C'est le stock au début de la période en coût d'achat, plus les achats de la période, moins les stocks à la fin de la période en coût d'achat. Le stock moyen qui est égal au stock initial plus le stock final sur 2. Donc ne pas oublier les parenthèses, c'est très important parce que sinon ça donne un résultat erroné. Le taux de rotation des stocks qui est égal aux ventes en coût d'achat sur le stock moyen en coût d'achat. Et enfin, la durée ou vitesse de rotation des stocks, c'est 360 jours sur le taux de rotation. Donc on arrive à la fin de la séance d'aujourd'hui. Donc on a finalisé les explications sur la partie merchandising. Donc tout ce qui est en relation avec merchandising, on a essayé de l'examiner, qui est une partie intégrante du marketing multicanal. On va voir la séance prochaine, on va passer à l'e-marketing. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance.